Alors les amis, installez-vous, attachez vos ceintures et sortez les mouchoirs. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est à la fois terrifiante, héroïque et d'une tristesse absolue. On parle d'un fait divers qui a secoué une région entière, une histoire de famille déchirée, et de deux frères dont les destins ont basculé de la pire des manières. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous aimez les histoires qui vous retournent le cerveau et qui vous serrent le cœur, faites-moi plaisir. Aimez la vidéo, partagez-la, et surtout, activez la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. Ça aide énormément la chaîne, et ça vous garantit du frisson à volonté. Promis, on appelle ça l'affaire des frères Lacroix. Tout commence dans le sud de la France, dans les années 70, à Saint-Jean-la-Rivière. Imaginez le tableau. Une petite ville de province tranquille, où tout le monde se connaît, où les enfants jouent dans les rues jusqu'au soir, et où les portes restent souvent déverrouillées. Le genre d'endroit où on se sent en sécurité, où rien ne peut arriver. Au cœur de cette tranquillité, la famille Lacroix. Marcel, le père, ouvrier à l'usine locale. Jeanne, la mère, qui s'occupe du foyer. Et leurs deux garçons, Antoine, l'aîné, 11 ans, sérieux et plutôt discret pour son âge. Et Lucas, 7 ans, une vraie boule d'énergie, toujours le premier à rire, à courir, à vivre pleinement sa vie de gamin. Le 4 décembre 1972 devait être un jour comme les autres. Lucas rentre de l'école à pied, comme d'habitude. Il traîne un peu sur le chemin, s'amuse à faire glisser ses chaussures dans les feuilles mortes, observe les fourmis qui transportent des brindilles. Rien ne presse. Le soleil commence déjà à descendre, créant de longues ombres entre les maisons. C'est à ce moment qu'un homme l'aborde. Il est bien habillé, propre sur lui, l'air plutôt sympathique. Il se présente comme Vincent Morin, diacre de la paroisse voisine. Il explique qu'il collecte des fonds pour la nouvelle église et demande à Lucas si ses parents seraient intéressés pour faire un don. Lucas, poli et un peu naïf, lui répond que sa mère, Jeanne, est très croyante et qu'elle voudra sûrement aider. L'homme sourit, semble ravi. « C'est parfait, petit. Tu pourrais me montrer où tu habites? Comme ça, je passerai la voir pour lui expliquer tout ça. » À cet instant précis, une Renault 4 litres blanche, un peu cabossée sur l'aile gauche, se range le long du trottoir. Le conducteur, un homme au regard vide et dur, ne dit rien. Lucas, sans se méfier une seule seconde, trop jeune pour percevoir le danger, indique sa rue. La portière arrière s'ouvre. « Monte, on va y faire un tour », dit l'homme qui s'était présenté comme Vincent. Et Lucas monte. Putain, rien qu'en imaginant cette scène, j'ai les chocottes. S'il avait su, s'il avait seulement deviné, la voiture démarre. Elle ne s'engage pas dans sa rue. Elle continue tout droit vers la sortie du village. Lucas, assis à l'arrière, ne dit rien d'abord, un peu surpris. Puis, alors que les dernières maisons disparaissent derrière eux, il demande « On va où ?» L'homme sur le siège passager, celui qui n'a presque pas parlé et dont le regard glace le sang, se retourne lentement. Il esquisse un sourire qui ne riche pas ses yeux, un sourire qui promet rien de bon. « On va faire une petite promenade, Denis. » Denis? Pourquoi il l'appelle Denis? Là, les mecs, à ce moment précis, la peur a dû le transpercer de part en part. Une peur viscérale, incompréhensible. C'est le début d'un cauchemar qui va durer 7 longues, très longues années. Pendant ce temps, à la maison, Jeanne commence à s'inquiéter. Lucas est en retard. Beaucoup trop retard. Le dîner refroidit sur la table. Elle appelle Marcel, qui rentre juste de l'usine. Ils préviennent les voisins, frappent aux portes. Vous avez vu Lucas? Antoine, le grand frère, sent monter en lui une angoisse bizarre, nouvelle. Il était censé rentrer avec Lucas, mais il était pressé, il avait un match de foot avec les copains. La culpabilité, toxique et tenace, s'installe déjà en lui, là, dans sa poitrine d'enfant. La nuit tombe sur Saint-Jean-la-Rivière, une nuit noire, lourde d'un silence anormal. Les gendarmes sont alertés. Les voisins organisent des battues, parcourent les chemins alentours avec des lampes torchées. Les appels désespérés de Jeanne résonnent dans l'obscurité. « Lucas! Lucas, réponds-moi !» Mais de Lucas, aucune trace. Il s'est littéralement évaporé. Blarno Blanche? Personne ne l'a remarqué, ou du moins, personne ne s'en souvient. C'était un jour normal. Sauf que pour les Lacroix, plus rien ne sera jamais normal. Pendant ce temps, la voiture roule pendant peut-être 1 heure, peut-être plus. Lucas, tétanisé sur la banquette arrière, regarde par la fenêtre le paysage devenir de plus en plus sauvage, de moins en moins familier. Les lampadaires ont disparu,
remplacé par le noir profond de la campagne. Il quitte la route goudronnée pour un chemin de terre bosselé. Les phares éclairent brièvement des pins, des chênes verts, des buissons qui griffent la carrosserie. Il s'arrête finalement devant une petite cahute isolée, une masure perdue au milieu de nulle part, invisible de la route. L'air est vif, il sent le pain brûlé, la terre humide et une pointe de pourriture. Les deux hommes le font descendre. Celui qui conduisait, celui au regard de glace, reste silencieux. L'autre, Vincent, semble nerveux, il transpire un peu malgré le froid. « C'est ici qu'on habite pour le moment », dit-il en poussant une porte de bois qui grince sinistrement. L'intérieur est sombre, mal entretenu, meublé seulement de l'essentiel et d'une saleté rampante. Une unique ampoule nue pend du plafond, diffusant une lumière jaunâtre et misérable. Et là, dans cette pièce sordide, le vrai cauchemar de Lucas commence. Pour de vrai. Dès ses premières nuits, l'homme au regard vide, celui qui s'appelle en réalité Robert Garnier, abuse de lui. Lucas a 7 ans. Il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, les mots lui manquent, mais son corps, lui, comprend toute l'horreur. Ça fait mal. Physiquement, moralement. Et une honte immense, écrasante, l'envahit, bien qu'il ne soit en rien responsable. Garnier, méthodique, commence son œuvre de destruction mentale. Il lui répète, encore et encore, que ses parents l'ont abandonné, qu'ils l'ont donné, qu'ils ne veulent plus de lui. Ils sont partis. Ils t'ont oublié. Personne ne te cherche. Pour le monde extérieur, Lucas Lacroix n'existe plus. Il s'appelle désormais Denis. Denis Garnier. C'est une stratégie classique des prédateurs pour briser l'identité de leurs victimes, pour couper tout lien avec leur vie d'avant. Pendant ce temps, à Saint-Jean-la-Rivière, la vie des Lacroix est devenue un enfer sur terre. Marcel, le père, sombre dans une dépression noire, muette. Il arrête de travailler, passe ses journées assis dans sa cuisine à regarder le vide par la fenêtre, une tasse de café froid entre les mains. Jeanne, la mère, se transforme en une ombre hagarde qui erre de commissariat en mairie, de journal en journal. Elle épuise ses économies dans des annonces, des avis de recherche, elle consulte des médiums, des voyants, des gourous qui promettent de retrouver son fils grâce à la boule de cristal, ou à des esprits farceurs. Elle est prête à croire n'importe quoi, à payer n'importe quel prix. La maison, autrefois pleine des rires de Lucas, est maintenant silencieuse, lourde d'une absence qui obsède chaque pièce, chaque objet. Son petit vélo rouille dans le garage. Ses jouets prennent la poussière dans sa chambre, devenu un sanctuaire intouchable, un mausolée dédié à un enfant qui n'est même pas mort. Encore. Et Antoine, dans tout ça, Antoine est l'oublié, le fil invisible. Ses parents, trop accablés par leur chagrin monstre, sont devenus incapables de le voir, de l'entendre. Toute leur énergie, tout leur amour, toute leur attention est partie avec Lucas, aspiré par le trou noir de sa disparition. Antoine, à 11 ans, se retrouve livré à lui-même. Il joue le rôle du grand frère fort, celui qui ne pleure pas, qui range ses propres émotions au placard pour ne pas ajouter du poids à la détresse de ses parents. Mais intérieurement, il craque, il se sent faillir. Tous les soirs, une fois le dîner silencieux avalé, il sort dans le jardin. Il lève les yeux vers le ciel, cherche une étoile, n'importe laquelle, et il fait la même promesse, nuit après nuit, avec une ferveur désespérée. S'il vous plaît, étoile, peu importe laquelle, ramenez-moi mon petit frère. Je ferai n'importe quoi. Et serai parvé. Je promets. C'est son rituel, son mantra, le seul fil ténu qui le relie encore à un espoir qui s'amincit de jour en jour. Des semaines passent, puis des mois, puis des années. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longues années. Pendant ce temps, Lucas, lui, est ballotté entre différentes planques, au gré des paranoïas de Robert Garnier. Le cabanon dans les bois, un appartement sordide en ville, une caravane pourrie sur un terrain vague. Garnier est un oiseau de proie, toujours sur le qui-vive, persuadé qu'on va le prendre. Il inscrit même Lucas à l'école, sous son faux nom, Denis Garnier, pour donner le change, pour paraître normal. Les instituteurs qui croisent son chemin le trouvent étrange, renfermé, trop silencieux pour son âge, avec parfois des bleus sur les bras qu'il explique par des chutes de vélo. Mais rien de suffisamment alarmant pour déclencher un signalement. La vie continue autour de lui. Mais pour Lucas, c'est une vie volée, une vie d'ombre, une existence parallèle où il n'est plus que le jouet d'un pervers. Garnier le laisse parfois seul, des heures durant.
Il lui donne même de l'alcool, de la bière, pour l'aider à dormir, pour l'engourdir. Lucas, à plusieurs reprises, aurait pu fuir, prendre la porte et courir. Mais où ira-t-il? Qui le croira? Qui voudra de lui? Ce gamin sale et bizarre. Garnier lui a tellement rabâché, martelé, enfoncé dans le crâne que sa famille l'a rejeté, vendu, oublié, qu'il finit par le croire. Le lavage de cerveau est complet. L'emprise est totale. Un détail particulièrement glauque survient à mi-parcours de sa captivité. Une femme, Barbara, vient vivre avec eux pendant presque 2 ans. Elle prétendra bien plus tard, devant les juges, n'avoir jamais rien vu, jamais rien soupçonné. Vraiment? Vous vivez des mois durant avec un type bizarre, instable, et un gamin traumatisé qui l'appelle papa d'une voix qui tremble, qui évite son regard, qui sursaute au moindre bruit. Et vous ne vous posez aucune question? Vous ne voyez rien? Vous n'entendez rien? Moi, j'ai comme un doute énorme. Elle a dû se voiler la face, volontairement ou non, par lâcheté ou par complicité passive. C'est impensable autrement. Les années passent. Lucas grandit, entre dans une adolescence marquée au fer rouge de l'horreur. Et Robert Garnier, le pervers, commence à se désintéresser de lui. Lucas n'est plus un petit garçon. Son corps change, et il ne correspond plus au fantasme Wart de son bourreau. Alors le monstre a une idée encore plus sick, plus abjecte, il veut un nouveau gamin. Un petit, frais, innocent. Et pour cela, il a besoin d'un appât. Il veut que Lucas l'aide à enlever un autre enfant pour reproduire exactement le même cycle infernal, comme on lui avait fait à lui, 7 ans plus tôt avec Vincent Morin. Là, on touche le fond absolu de l'horreur et de la perversion. Mais c'est là que quelque chose de remarquable se produit. Lucas, malgré 7 ans de lavage de cerveau intensif, de sévices, d'humiliation et d'isolement, a miraculeusement préservé une petite flamme, une boussole morale interne qui n'a pas totalement cassé. Une part de lui, enfouie très très profond, c'est que c'est mal, que c'est inacceptable. Alors, à chaque fois que Robert Garnier lui ordonne d'approcher un enfant dans un parc, de lui parler, de l'attirer, Lucas fait exprès de rater son coup. Il se montre maladroit, il parle trop fort, il fait peur aux gamins, il s'arrange pour que les parents interviennent. Il sabote les plans consciencieusement, méthodiquement. C'est un acte de résistance silencieux, minuscule en apparence, mais d'une bravoure absolue quand on connaît le prix à payer s'il se fait prendre. Garnier le bête, le punit, le prive de nourriture. Mais Lucas recommence. C'est sa manière à lui de dire non, de rester humain. Mais en février 1980, Robert Garnier, devenu imprudent et obsédé, réussit seul. Dans un parc de la ville voisine, il attire à lui un petit bonhomme de 5 ans, Timothée, avec des bonbons, une histoire de chiot perdu, je ne sais trop quoi. Et il le fait monter de force dans sa voiture. Là, pour Lucas, c'est la goutte d'eau de trop, l'élément qui fait tout basculer. Il voit ce petit Timothée, perdu, terrifié, les yeux pleins de larmes, et il revoit instantanément le gamin qu'il était 7 ans plus tôt, sur ce trottoir, devant cette maudite Renault blanche. Une colère froide, qu'il ne connaissait pas, monte en lui. Une détermination sans faille. Il ne peut pas laisser faire ça. Il ne veut pas laisser faire ça. Le 1er mars 1980, Robert Garnier part à son travail de vigile de nuit, comme d'habitude. Pour la première fois, Lucas n'est pas seul avec sa peur. Il y a Timothée, blotti dans un coin, silencieux comme une souris. Lucas se redresse, prend une profonde inspiration. Il prend la main du petit. Elle est glacée. On s'en va, lui chuchote-t-il. La main de Timothée est minuscule, glacée de peur, dans la sienne. À cet instant, Lucas, 14 ans, redevient pleinement Lucas Lacroix. Les 7 années d'emprise, de lavage de cerveau, s'effondrent d'un coup, balayés par un courage qui vient des tripes. Il sait que c'est leur seule chance. Si Garnier revient et découvre qu'ils sont encore là, c'est fini. Pour lui et pour Timothée. Il jette un regard par la fenêtre. La nuit est noire, sans lune. Parfait. Il connaît les habitudes de Garnier, ses rondes, les moments où il est susceptible de rappliquer pour une raison X ou Y. Il a environ 6 heures devant lui. 6 heures pour disparaître. Il fouille rapidement dans les affaires de Garnier, trouve un peu de monnaie et un vieux couteau qu'il glisse dans sa poche, juste au cas où. Il enveloppe Timothée dans une vieille couverture, lui chuchote de ne faire aucun bruit. Aucun. Le petit le regarde avec des yeux immenses, pleins d'une confiance absolue et effrayée. Ils sortent par la porte arrière. Le froid de la nuit les frappe de plein fouet. Pas le temps de s'attarder.
Lucas serre la main de Timothée et ils se mettent à courir. Ils ne suivent pas le chemin, trop risqué. Ils foncent droit devant, à travers les bois, les ronces qui déchirent leurs vêtements, les branches qui leur fouettent le visage. Ils courent sans savoir, guidés seulement par l'urgence de s'éloigner de ce lieu de cauchemar. Ils marchent pendant des heures, semble-t-il. Timothy Epwis Plernich. Lucas le porte sur son dos un moment, puis ils repartent. Ils entendent des bruits dans la nuit, le vent, des animaux, et chaque fois, Lucas se fige, le cœur battant à tout rompre, persuadé que c'est Garnier qui les a retrouvés. Au petit matin, exténués, transis de froid, ils atteignent enfin une route. Une vraie route goudronnée. Lucas fait du stop. Plusieurs voitures passent sans s'arrêter, les conducteurs jetant un regard méfiant à ces deux gamins sales et dépenaillés. Enfin, un camionneur s'arrête. « Vous allez où, les petits ?» Lucas ment. Il invente une histoire de promenade qui a mal tourné, de parents qui doivent les attendre plus loin. Le camionneur les dépose à l'entrée de la ville la plus proche, Ukiah. Lucas a une idée fixe, obsessionnelle, trouver un commissariat. Amener Timothée en lieu sûr. Mais une fois dans la ville, il est perdu. Les rues se ressemblent toutes. Timothée, épuisé et affamé, commence à pleurer pour de vrai. Lucas sent le doute l'envahir. Et si Garnier avait raison? Et si personne ne le croyait? Et si on le renvoyait vers son bourreau? Puis il regarde Timothée. Et sa détermination revient, plus forte que tout. Il demande son chemin à une femme, puis à un commerçant. Finalement, il l'aperçoit, le bâtiment de la gendarmerie. Une bâtisse austère, avec un drapeau français qui flotte devant. Il prend une profonde inspiration, serre une dernière fois la main de Timothée et pousse la porte. L'intérieur sent le café froid et le linoléum ciré. Un gendarme est assis derrière un comptoir, en train de taper à la machine. Il lève les yeux, intrigué par ces deux gosses qui font irruption, l'air de rescapés. « Oui, les enfants, vous vous êtes perdus. » Lucas s'avance. Sa voix est rauque, étranglée par l'émotion et 7 ans de silence. « Yeah, je sais que je m'appelle Lucas. Et lui, c'est Timothée. On a été enlevés. » Le silence qui suit est lourd, absolu. Le gendarme le dévisage, son cerveau semble mettre une éternité à traiter l'information. Puis son visage change. Les yeux s'écarquillent. La pièce semble basculer. « Lucas? Lucas LaCroix? Boum. » L'effet est foudroyant, immédiat, électrique. En moins d'une heure, tout le commissariat est en effervescence. Les téléphones sonnent sans arrêt. Des ordres sont hurlés. Une équipe part immédiatement pour l'endroit que Lucas a décrit, pour coincer Garnier à son retour de travail. Robert Garnier est arrêté dans la nuit, sans résistance, abasourdi. Vincent Morin est cueilli à son domicile peu après, alors qu'il prenait son petit déjeuner. L'opinion publique, lorsque l'affaire éclate, exige leur tête, réclame une punition exemplaire. Mais la justice, parfois, a des raisons qui laissent pantois. Pour 7 ans d'enlèvement, de séquestration, de sévices innommables, Robert Garnier écope de 7 ans de prison. 7 ans. Une année par année de calvaire volé à Lucas. La sentence est une gifle, une insulte à la raison. Le pays entier est sous le choc, la famille Lacroix sidérée. Comment est-ce possible? Et là, pour Lucas, commence un deuxième cauchemar, aussi cruel mais d'une nature différente. Les médias. Son retour est un cirque, un tsunami médiatique. Les journalistes campent jour et nuit devant chez ses parents. On sonne à toute heure. On le prend en photo à son insu. On lui tend des micros, on lui hurle des questions. Comment ça faisait? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu es content de rentrer? Il devient le héros malgré lui, celui qui a sauvé Timothée, le miraculé revenu d'entre les morts. Mais un héros hanté, traumatisé, qui a les tripes à l'envers et qui veut juste qu'on le laisse tranquille, qu'on lui donne le temps de respirer, de se reconstruire. Le retour dans sa famille est ultra difficile, bien plus que quiconque ne l'avait imaginé. Ses parents, Marcel et Jeanne, essaient, ils font de leur mieux, mais c'est comme s'ils attendaient toujours le petit Lucas de 7 ans, celui qui est parti. Pas l'adolescent de 14 ans, méfiant, au regard souvent vide, aux nuits hantées de cauchemars, qui a grandi dans la violence et la perversion la plus sordide. Son père, Marcel, est distant, mal à l'aise. Il ne sait pas comment lui parler, comment aborder ce fils revenu d'entre les morts, porteur d'un passé si lourd. Il ne lui fait pas une accolade, pas une seule fois, comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Jeanne, la mère,
étouffe à l'inverse de trop sollicitude, elle veut rattraper 7 ans de câlins manqués en une journée, elle ne le lâche plus d'une semelle, ce qui angoisse encore plus Lucas, habitué à l'isolement. Et Antoine, son frère, Antoine le regarde avec des yeux complexes, indéchiffrables. Il est heureux, bien sûr, son vœu s'est réalisé. Mais après des années à être le fils unique de l'ombre, celui qui devait être parfait, silencieux, ne pas faire de vagues pour ne pas ajouter de soucis à ses parents déjà accablés, il ne sait pas comment être un frère. Il y a de la jalousie, oui, une jalousie honteuse qu'il refoule. De la rancœur aussi. Et une immense incompréhension face à cet étranger qui débarque et qui, immédiatement, capte toute l'attention, toute l'énergie de la maison. Lucas, de son côté, habitué à vivre seul avec son bourreau, ne sait pas comment partager une chambre, des jouets, l'attention de ses parents. La cohabitation est explosive, tendue, pleine de non-dits et de regards fuyants. Au collège, c'est pire. Bien pire. Les autres gamins sont cruels, sans le moindre filtre. Les rumeurs vont bon train. Il a dû aimer ça, avec son nouveau papa, chuchote-t-on dans son dos. De toute façon, il est bizarre, on dirait un zombie. Les sous-entendus sur sa sexualité pleuvent, ignobles. Le harcèlement est constant, sournois parfois, violent souvent. Lucas, déjà fragile, craque. Il se renferme comme une huître. Il décroche scolairement, n'arrive plus à se concentrer, les chiffres et les lettres dansent devant ses yeux. Il trouve une échappatoire, mauvaise, mais efficace, l'alcool. Des bières volées au supermarché, de la picole cheap qui lui brûle la gorge mais qui engourdit l'angoisse. Qui le ronge en permanence, ce sentiment d'être un étranger partout, même chez lui. La situation devient intenable. Les disputes avec son père, qui ne supporte pas de le voir sombrer, éclatent. Un soir, Marcel, Abo, lui dit des choses horribles, des choses qu'on ne devrait jamais dire à son fils. Lucas, blessé au plus profond de lui, fait ses valises. Il quitte la maison, incapable de supporter plus longtemps l'étouffement familial et le poids écrasant de son passé. Il erre, vit dans sa voiture un temps, puis trouve malgré tout une lueur d'espoir, une planche de salut, l'amour. Il rencontre Jody, une fille bien, simple, qui le voit pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il a vécu, pas pour le héros des journaux. Elle voit sa gentillesse, sa vulnérabilité, sa rage de vivre malgré tout. Il se marie. Lucas trouve un job stable dans une pizzeria, un travail simple, physique, qui ne demande pas de réfléchir. Ils ont 2 enfants, un petit Lucas et une petite Sarah. Et, chose incroyable, presque miraculeuse, Lucas parvient à transformer son calvaire en force. Il consacre son énergie, son temps libre, à une association d'aide aux enfants disparus. Il utilise son expérience unique, son vécu terrible, pour essayer d'en épargner d'autres, pour aider les familles dans la détresse qu'il a trop bien connue. Le niveau de résilience est proprement incroyable. Après avoir été la victime absolue, il devient un pilier pour les autres. On croit toucher à une forme de happy ending, fragile, mais réel. Et puis le 16 septembre 1989, le destin, ou la malchance absolue, frappe encore, d'une brutalité absurde, incompréhensible. Lucas rentre du taf en mobilette. Il fait beau. Il pense sans doute à sa femme, à ses gosses, au repas du soir, à un bout de vie normale, enfin conquise. À un carrefour, une voiture, conduite par un type qui n'a pas regardé dans son rétro, qui était distrait, lui coupe la route. Bang! Le choc est violent. Mort sur le coup. Il avait 24 ans. La famille Lacroix enterre son fils pour la 2e fois. Mais cette fois, c'est fini pour de bon. Plus d'espoir. Plus de miracles possibles. Le cercueil est lourd, bien plus lourd qu'il ne devrait. La ville, sous le choc, décide de lui rendre hommage. On érige une statue dans le parc municipal. On y voit Lucas, debout, tenant la main du petit Timothée, le guidant vers la lumière. Pour que tout le monde se souvienne à jamais du gamin qui s'en était sorti et qui avait eu le courage de sauver un autre monde. L'histoire pourrait s'arrêter là. Sur ce geste héroïque et cette fin tragique, injuste. Tout le monde pleure Lucas. Les journaux refont sa une. On se souvient du héros. Tout le monde, une fois de plus, oublie Antoine. Ah oui, Antoine. Le grand frère. Celui qui faisait des vœux aux étoiles. Vous vous souvenez de lui? Eh bien les amis, accrochez-vous putain, parce que là, le vrai twist, il est énorme, il est sordide, et il va faire basculer cette histoire de la tragédie au cauchemar pur et simple. Pendant que Lucas luttait pour avoir une vie normale,
pour se reconstruire pierre par pierre, Antoine, lui, ruminait. Il bouillait intérieurement, silencieusement. Le sentiment d'avoir été abandonné, négligé, mis de côté toute sa vie, n'a jamais disparu. Il a juste fermenté, comme un poison lent, dans le silence et le ressentiment. L'ombre de son petit frère, le héros, même mort, lui pèse dessus, plus lourde que jamais. Même dans la mort, Lucas obtient toute l'attention, toute la compassion, toute la gloire. La statue, les articles, tout ça, pour Antoine, c'est une gifle de plus. Une preuve supplémentaire qu'il n'a jamais compté, qu'il ne comptera jamais. Il enchaîne les petits boulots sans but, sans passion. Déménageur, puis vitrier. Des jobs physiques, frustes, où il n'a pas à parler, à se socialiser. Un jour, un pote de boulot, Mike, le rejoint à l'arrière de l'entrepôt pour fumer une clope. Il le trouve en train de défoncer une palette en bois à coups de poing. Ses jointures sont en sang, la peau arrachée, mais il continue, les yeux fous, injectés de sang. Mais, Antoine, ça va pas, non? Antoine se retourne, le regard vide, hagard. J'ai envie d'aller au boulot et de tous les buter. Tous. Sa voix est monocorde, sans émotion. Juste une déclaration factuelle, glaçante. Mike Recchio. Effray. Gros red flag. Le genre de truc qui devrait alerter tout le monde, déclencher des sirènes d'alarme. Mais dans son entourage, on met ça sur le compte de la dépression, de la difficulté de la vie. On lui dit ça va passer. Grave erreur. Erreur monumentale. Il finit par se faire embaucher comme homme à tout faire, gardien, bricoleur, dans un hôtel isolé en pleine montagne, le repère des signes, à côté d'un parc national super touristique. L'endroit est magnifique, paisible, en apparence. Perdu dans les pins, avec une vue à couper le souffle sur les montagnes. Le genre d'endroit où les touristes urbains viennent se ressourcer, chercher le calme et l'authentique. Lui, il est tranquille. Il fait son job, entretient les sentiers, répare les gouttières, passe la tondeuse. Il fume des joints au soleil, se baigne nu dans le lac parfois. Un peu weird, un peu en retrait, un peu sauvage, mais rien de franchement méchant ou alarmant aux yeux des clients ou de son patron. Juste un type un peu marginal, un peu cassé, qui cherche la paix. Sauf qu'en février 1999, le cauchemar commence pour d'autres. 3 touristes disparaissent. Une mère, Carole, sa fille de 16 ans, Julie, et sa copine, Sylvina. Elles étaient venues pour une randonnée d'une journée, un pique-nique au bord d'un lac. Leur voiture, une Pontiac grise flambant neuf, a disparu elle aussi. Aucun message, aucun appel, rien. L'enquête, au début, est un mur. Rien, nada. Les familles, à des centaines de kilomètres de là, hurlent leur désespoir et leur incompréhension. Et là, coup de théâtre macabre, un chasseur de sangliers, perdu dans un secteur reculé, retrouve leur bagnole au fond d'un ravin profond, masqué par les arbres. La voiture est complètement carbonisée, méconnaissable. Les secours descendent en rappel. Et là, l'horreur, il y a 2 corps dans le coffre. Celui de Carole et de Sylvina. La jeune fille, Julie, est introuvable. L'angoisse monte d'un crâne. Où est-elle? Est-elle encore en vie? Les flics sont sur les dents, sous pression médiatique intense. C'est là qu'ils reçoivent une lettre. Anonyme, bien sûr. Postée depuis une ville voisine. À l'intérieur, une carte dessinée à la main, d'une précision glaçante, avec des croix, des repères. Et un message, écrit en lettres capitales, qui fait froid dans le dos. On s'est bien amusé avec celle-là. Elle criait moins vers la fin. Je vous jure, c'est d'un glauque. C'est le genre de détail de vrais crimes qui vous donne envie de verrouiller toutes vos portes. Dans un premier temps, la piste logique, ce sont les repris de justice. Ils ont 2 lascars locaux, Michael et Eugène, un duo de cassos avec un casier long comme le bras. Violence, vol, agression. C'est parfait, c'est fait pour eux. Sauf que, leurs alibis tiennent la route. Et surtout, ils n'ont pas le profil pour ce genre de mise en scène macabre, pour ce sadisme froid. L'enquête piétine, les familles s'impatientent, la psychose commence à gagner les campings et les hôtels de la région. 5 mois plus tard, alors que l'affaire commence à tomber dans l'oubli médiatique, une autre disparition vient tout faire exploser, tout recommencer. Joséphine, une botaniste de 26 ans, passionnée et brillante, qui bossait dans le parc sur la flore locale. Elle vit dans un petit chalet isolé, en lisière de forêt. Un soir, elle ne donne plus signe de vie.
Une amie s'inquiète, appelle la gendarmerie. On enfonce la porte de son chalet. L'intérieur est sens dessus dessous. Il y a eu une lutte féroce, violente. Du sang sur le sol, sur les murs. Mais pas de corps. On le retrouve quelques jours plus tard, dans un ruisseau à quelques kilomètres de là. Elle est nue, et elle est décapitée. Sa tête sera retrouvée plus loin, coincée entre des rochers. Là, les flics locaux, dépassés, appellent le FBI. Ils savent, ils sentent tous qu'ils ont affaire à un ou une tueur en série. Un prédateur organisé, méthodique, qui prend son temps et qui joue avec eux. La psychose s'installe durablement dans la région. Plus personne n'ose se promener seul. Et là, un détail crucial refait surface, un détail qui avait été noté mais un peu ignoré lors de la disparition de Joséphine. Un témoin, un randonneur, a vu une bagnole pourrave, une vieille décapotable américaine des années 70, rouillée, repeinte de manière approximative dans un verre crado, traîner non loin du chalet de Joséphine ce jour-là. Une voiture qui ne passe pas inaperçue. Une voiture de kéké, de marginal. Une voiture qui claque aux yeux. Une voiture qui, on le découvre très vite, appartient à Antoine Lacroix. Bien sûr, la boucle est en train de se refermer, lentement, mais sûrement. Les flics du FBI, désormais sur l'affaire, commencent à s'intéresser de très près à cet employé d'hôtel un peu bizarre, au passé familial lourd, aux frères célèbres. Ils le localisent. Devinez où? Dans un camp de nudistes, à une centaine de kilomètres de là, près d'une source d'eau chaude. No joke. Quand les agents en civil l'approchent, il est en train de se dorer la pilule sur un peignoir, un livre à la main. Et là, geste incroyable. En les voyant, sans qu'ils aient rien dit, sans qu'ils aient sorti leur badge, il lève les bras au ciel tout seul, comme s'il était déjà en mode arrestation. Pas futé, le mec. C'est le comportement d'un type qui sait exactement pourquoi on vient le chercher, qu'il attendait presque. Il l'emmène au commissariat pour un simple interrogatoire, une conversation. Ils sont plutôt cool, tactiques. Il lui offre même une pizza, un coca, joue la carte de la sympathie. Et là, après des heures de discussion vague, Antoine craque. Il se met à table. Mais attention, le niveau de culot, de perversion pure, atteint des sommets stratosphériques. Il veut négocier sa confession, comme un marché aux poissons. Il dit aux flics, calme, presque détendu, « Je vous dis tout, mais je veux 3 choses. D'abord, que ma famille touche la récompense offerte pour info sur les meurtres. Ensuite, d'être emprisonné près de chez eux pour qu'ils puissent me rendre visite. Et là, il marque une pause, un sourire étrange aux lèvres, et des photos. Des photos de petites filles. Des vrais pas des dessins. Là, dans la salle d'interrogatoire, c'est le grand moment de solitude absolue, le silence de mort. Le flic principal, un agent du FBI chevronné qui en a pourtant vu d'autres, le dévisage, incrédule. Il lui répond, d'une voix calme mais ferme, choisis en une. Une seule. Et devinez ce qu'il choisit, sans une seconde d'hésitation. Les photos. Il choisit des images de gamines, du matériel pédopornographique, plutôt que l'argent pour sa famille ou de rester près d'eux. Son propre cerveau de prédateur, son obsession maladive, a parlé. C'est tout ce qui compte pour lui. La monstruosité à l'état pur. Il finit par tout avoyer, dans les détails les plus sordides, les plus glauques. Les 4 meurtres, l'enlèvement, les sévices, la mise en scène, la dissection de Joséphine. Il explique, comme on récite une recette de cuisine, comment il a brûlé la voiture, dessiné la carte, posté la lettre. Et il livre le détail peut-être le plus troublant. Il dit que ses envies de tuer, ses pulsions meurtrières, il les avait depuis toujours, depuis qu'il avait 6 ou 7 ans, bien avant l'enlèvement de son frère. Comme si le monstre était en lui depuis le berceau, attendant son heure. Et en creusant, en investiguant, on découvre l'enfer absolu, le terreau toxique dans lequel les frères Lacroix ont grandi. Le père, Marcel, avait des comportements incestueux envers ses propres filles, les sœurs de Lucas et Antoine. Antoine lui-même, adolescent, avait agressé sa sœur cadette, lui avait touché les parties intimes alors qu'elle n'avait que 10 ans. Et, détail terrifiant, il avait été victime de son oncle paternel, seulement quelques mois après la disparition de Lucas. Le même oncle qui a été retrouvé mort, plus tard, dans des circonstances jamais élucidées, d'une balle perdue en pleine poitrine. Coincidence? J'en doute fort. Tout ça peint le portrait d'une famille dysfonctionnelle, violente, malsaine, où les enfants n'avaient aucun refuge, aucun amour sain. Bref,
Antoine Lacroix, le frère transparent, l'éternel oublié, a finalement réussi à avoir toute l'attention qu'il voulait, qu'il réclamait silencieusement depuis son enfance. En devenant le tueur des cimes, la star macabre des journaux de 20 heures, le visage du mal absolu. Il est sur le banc des accusés, sous les flashs des caméras, haï de tous. L'exact inverse total de son frère, Lucas, le héros médiatique malgré lui, qui fuyait cette notoriété. Lucas, le héros, meurt trop jeune dans un accident absurde, volé une deuxième fois par le destin. Antoine, le monstre, vit toujours aujourd'hui dans le couloir de la mort, attendant son exécution, jouissant peut-être de l'attention morbide qu'il génère. Une ironie cruelle et amère, d'une injustice à couper le souffle. Cette histoire, elle nous montre à quel point le trauma familial est une bombe à retardement aux effets imprévisibles. Elle nous montre que le mal peut frapper deux personnes issues du même nid, exposées aux mêmes horreurs, et les faire partir dans des directions complètement opposées. L'un, en dépit de l'horreur absolue, puise une force incroyable, une résilience sans faille pour devenir un symbole d'espoir et de bonté. L'autre, nourri par la jalousie, le ressentiment et un mal-être profond, sombre sans remède et devient une bête de cauchemar, reproduisant et amplifiant la violence qu'il a subie. C'est fini pour aujourd'hui. Cette histoire est lourde, je le sais. Elle pose 1000 questions sans réponse facile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette affaire? Vous pensez que le destin d'Antoine était inévitable, écrit d'avance à cause de sa famille? Ou est-ce que ça aurait pu être autrement avec une autre attention, un autre soutien psychologique? N'oubliez pas d'aimer si cette histoire vous a retourné, ça aide immensément la chaîne. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les affaires les plus folles. Prenez soin de vous, soyez prudents, et à la prochaine.